je tiens à vous prévenir, les slides sont en anglais parce que j'ai quelques clients qui me demandent aussi de me faire des présentations et de faire des trucs comme ça, et j'ai des clients anglophones, et donc j'en profite parce que je suis un peu feignant quand même aussi, et du coup les slides sont en anglais. Bref, tout ça pour dire ça. Alors, je vais vous parler d'un sujet un peu catchy, c'est est-ce que les startups EdTech peuvent sauver le monde? Et surtout sauver le monde de l'éducation. Je pense qu'on a tous un peu en tête cette idée globale on a toujours un peu eu des accros, à mon avis, si vous êtes là ce soir, c'est qu'on a toujours un peu eu des accros avec le monde de l'éducation, de manière générale, et on se dit, mais comment est-ce qu'on pourra améliorer ça? Il y a un truc à faire, il y a vraiment un truc à faire. Et donc là, on se met à réfléchir à un projet, et pour certains qui ont la fibre entrepreneuriale, ça va plus être un projet de boîte. Mais d'autres, ça va être un projet associatif, ça va être un projet de collectif. On en voit un peu autour de nous qui viennent passer à la brique. Et donc, on va parler un peu de tout ça ce soir. Mais avant ça, il y a un point que j'aimerais un peu revoir, c'est définir un peu la partie éducation. Pour moi, l'éducation, c'est vraiment cette transmission. On parlait tout à l'heure de transmission de savoir, mais aussi d'expérience. Il y a le fameux les quatre savoirs, le savoir expérientiel, le savoir-faire, le savoir-être, etc., qui forment la compétence au final. Et dans le monde de l'éducation, on a, de ce que je vois, c'est vraiment trois grandes parties. Il y a ce qu'on va appeler le K-12 aux US, ou dans la partie anglo-saxonne du monde, qui vont aller retrouver un peu toutes les personnes, tous les enfants au final, qui rentrent en maternelle et qui ressortent au niveau du bac autour de 17-18 ans en fonction des différents systèmes d'éducation. Après, il y a toute la partie higher education. Donc là, ça va être vraiment, on va avoir deux choses. Le higher education, là, je considère uniquement les personnes qui rentrent en collège, donc université. Donc beaucoup moins accès égalité des chances, parce que forcément, vous imaginez bien les prix des universités et des formations universités aux US ou en Angleterre. Donc c'est pour ça que ça concerne très très peu de personnes, mais on va aller dans le higher education, on va aller potentiellement trouver une autre plus grosse partie qui va considérer un peu tout ce qui va être tertiary education, ce qu'ils appellent comme ça dans le monde anglo-saxon, qui va plus considérer ce qui va être alternance, apprentissage, le lien avec les entreprises, etc., etc., et community learning, community university, tout ça. Et après, il y a le lifelong learning. Donc ça, je pense que vous imaginez à peu près tous et toutes ce que ça veut dire. Et ça se déploie de plus en plus. Et on est aux alentours, donc on va parler des 24-64 ans là-dessus. Et on considère à peu près 4 milliards de personnes dans le monde qui sont concernées par ce sujet-là. Ce qui va être aussi intéressant à aller voir, c'est que sur cette partie-là, c'est une tendance, l'éducation est une tendance majeure pour la plupart des grosses organisations qui vont aller travailler sur la société de demain. Donc, typiquement le World Economic Forum, ça fait, je pense que depuis que je les connais, le World Economic Forum, donc, enfin je les connais, genre, hey, salut les potos et tout ça. Non, depuis que je suis un peu leurs publications, ils éditent tous les ans les 10 grandes tendances, à un peu à faire évoluer et qui vont avoir un énorme impact sur la société. Et le skill gap, tout ce qui va être skills gap, donc la reformation, le fait d'aller chercher de nouvelles compétences pour pouvoir développer son employabilité, et dans les top 5 des tendances et des issues, des problématiques à aller résoudre. Forcément, c'est le quatrième objectif planétaire de l'ONU. Forcément, avant, il y a la pauvreté, la nourriture et la santé, et juste après il y a l'éducation. Et après c'est forcément, quand on regarde les dépenses publiques, c'est pour la plupart des pays, notamment dans l'OCDE, c'est la plus grosse dépense publique de ces pays-là. Globalement, on va aller voir que d'ici 2030, donc c'est bientôt, on va avoir une market value autour de 30 000 milliards, donc c'est quand même pas mal. Et on va avoir en croissance en termes d'arrivée dans l'éducation supérieure globale à peu près 400 millions de personnes. Donc vous voyez un peu la tendance, et tout ça, moi je dirais que
ça nous concerne tous. Et c'est ça qui est un peu intéressant, c'est que on est là sur une matière qui nous concerne tous, à tous les âges, tout le temps. C'est-à-dire que dès lors qu'on va commencer à échanger avec quelqu'un, on va pouvoir transmettre quelque chose, on va pouvoir transmettre déjà son expérience, et son expérience déjà à soi, ça va pouvoir être une source d'apprentissage, une source de se dire ah oui bah ouais ça va m'aider dans telle chose. Et si c'est pas un apprentissage pour nous, pour une compétence, pour un savoir, ça va être parce qu'on va être mis en relation avec quelqu'un d'autre. Et cette personne va pouvoir potentiellement nous apporter quelque chose. Et c'est ça que je trouve passionnant avec l'éducation, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille, je vais me présenter aussi en même temps, ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille sur ces sujets-là. C'est tout simplement le fait que sur tous les sujets, que ça soit sur le K-12, que ça soit sur le Higher Education, que ce soit sur le Lifelong Learning, il y a énormément de choses à faire. Et forcément, c'est quelque chose qu'on va voir tout de suite. Donc pour moi, je m'appelle Joris, enchanté. Actuellement, je suis cofondateur de Magma. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et je suis là pour vous, enfin, je suis là en face de vous parce que j'ai monté plein de projets dans l'éducation. Sur tous les niveaux, sur tous les trois grandes parties dont je parlais tout à l'heure. Et j'en ai fail plein, beaucoup, enfin vraiment pas mal. Je vous dirai les titres et vous me direz quand est-ce que tu as découvert le monde des startups, typiquement micro-action, ça c'était vraiment au tout début de mon expérience de projet, et puis des projets qui sont crachés comme Intrepid, C'est Chaud, voilà, bref, des trucs assez drôles. Mais globalement, il y a deux grosses expériences qui ont vraiment, enfin trois grosses expériences qui ont transformé un peu la façon dont je réfléchis par rapport au projet. Le premier, c'est ma dernière expérience, le fait d'avoir monté une association qui s'appelle toujours EduVoices, qui est une association qui réunit des enseignants pour se former entre eux sur des pratiques pédagogiques, des pratiques en classe, de tout niveau et de toute discipline. Donc on est une des communautés les plus intéressantes en termes de partage de pratiques, parce qu'on va aller autant réunir des profs qui vont être de maternelle, et on va les faire discuter avec des profs d'université par exemple, et on va les faire travailler ensemble en disant bon bah vas-y crée une capsule vidéo avec des Lego et cette capsule vidéo il va falloir que tu reprennes le mode d'emploi de ce mode d'emploi Ikea. Et donc, ah oui, on va écrire la consigne, machin, le prof d'université qui dit on va écrire la consigne, c'est génial, machin. Et le prof de maternelle qui fait oui, moi mes élèves ils savent pas lire, donc il va falloir trouver un autre moyen. Et en fait, c'est ce qui est intéressant dans le partage, c'est le fait de réunir des gens de backgrounds très très différents, c'est ce qui va vous permettre d'énormément prendre du recul. Et vous retrouvez face à des situations que vous n'auriez jamais connues parce que vous êtes cantonné. Généralement, on est cantonné dans son écosystème, dans son quotidien, et on a le nez dans le guidon, donc on n'a pas trop l'habitude d'être forcé à sortir le nez du guidon et à se dire ah mais comment je pourrais faire autrement. Et c'est pour ça aussi qu'on a des coachs qui sont là pour nous aider à prendre du recul, à dire ok, réfléchis, c'est quoi ta vie dans 6 ans, dans 6 mois, dans des choses comme ça. Donc ça a été hyper inspirant parce qu'on a vu des territoires très très différents. Il y avait 22 communautés sur toute la France, une au Sénégal, on a ouvert au Sénégal, et là on s'est retrouvé dans des difficultés différentes, comme il n'y a pas internet dans la ville où le prof est, donc ça aide pour les réunions et les formations en ligne, etc. Et surtout, on avait une équipe de 30 volontaires. Donc ça a été la plus grosse difficulté, c'est comment est-ce qu'on mobilise des volontaires tout au long de l'année pour une action qui se doit d'être une action un peu systémique. Donc assez complexe comme sujet. Et surtout, on avait un volet social media où on a touché à peu près 5 millions de personnes par mois à travers le fait de partager des choses liées à l'éducation, des bonnes pratiques, des choses qu'on voyait au Japon, aux US, en Équateur, etc. Et la deuxième partie, ce qui m'a vraiment aussi pas mal transformé, c'est le fait d'être venture partner as a family, donc une société qui accompagne d'autres sociétés, des startups, et d'avoir monté un programme lié à l'éducation des entrepreneurs avec un volet online et un volet offline. Donc on avait deux types de formations, et du coup c'était hyper intéressant parce que les programmes sont totalement différents, les temps d'accompagnement sont totalement différents, etc. Et surtout on répond à un besoin qui est pratico-pratique.
comment je lève des fonds, comment je construis une équipe sales, comment est-ce que je fais ça, ça, ça. Et en fait, l'idée était de construire des programmes tout au long de l'année. Et surtout, la troisième expérience, c'est de rencontrer des gens qui sont passionnés par ce sujet d'éducation et d'impact sur la société. Là-dessus, ce sont des choses qui m'ont réellement transformé un peu partout. J'ai eu la chance de pouvoir bouger pas mal dans le monde et à chaque fois, j'ai pu rencontrer des gens qui avaient une vision assez commune à ce qu'on retrouve ce soir, c'est-à-dire que l'idée de se mettre en lien, de faire des projets ensemble, d'impacter des populations, c'est quelque chose qu'on retrouve et au final c'est une bonne vibe qui te donne envie de bouger et malgré l'adversité de continuer à avancer. Est-ce que je vous ai parlé de Magma? En gros, notre vision, c'est tout simplement aujourd'hui, c'est cette idée qu'on va arriver à aider des candidats, aider des membres d'une communauté éducative à rentrer, à passer une nouvelle étape. Donc typiquement pour un candidat qui se pose la question de son orientation, à passer cette nouvelle étape de rentrer dans les études supérieures, ou quand je suis étudiant, de me poser la question de qu'est-ce que je vais faire comme spécialisation, ou quand je suis encore étudiant et que je vais rentrer dans le monde professionnel, mais est-ce que ce secteur, ça va vraiment me plaire, etc. Et en fait, nous, notre travail au quotidien, c'est de mettre en relation ces personnes qui cherchent des réponses avec des personnes qui ont déjà vécu ces expériences-là. Donc typiquement, le premier cas d'usage, c'est des candidats qui se posent des questions par rapport à une école, mais on va les mettre en relation avec des étudiants qui ont un profil qui correspond à leur profil. Donc typiquement, on va aller chercher tes hobbies, ton pays d'origine, etc., etc. Et du coup, on va mettre en relation quelqu'un en Russie qui cherche un MBA à l'école des ponts avec un ancien étudiant russe de ce MBA. Voilà, donc ça, c'est des cas d'usage qu'on voit et qu'on fait grossir. Mais ce n'est pas le sujet. Moi, le sujet qui m'intéresse, c'est qui travaille dans l'éducation aujourd'hui, ici. Ouais. Ok, super. Ce message s'adresse à vous. Non, je déconne. Euh, je vais vous parler un peu de mon expérience et surtout des quelques leçons que j'ai pu ressortir. On parlait tout à l'heure de prendre du recul. L'idée là-dessus, c'est vraiment je me suis concentré sur les premières étapes, les premières embûches que j'ai pu rencontrer. Et la première, c'est le fait de penser que l'éducation, c'était une problématique ou une conception qui était facile à comprendre. Parce que souvent, on essaie de l'attaquer par un bout et on se dit « Mais oui, non, mais transformer l'éducation, on va pouvoir faire ça et puis ça y est, c'est parti, on n'a qu'à changer de ministre. » Comme diraient mes chers compatriotes syndicaux que j'ai pu rencontrer dans mes expériences précédentes. C'est pas si simple. Et là-dessus, je me référais pas mal à tout ce que dit Edgar Morin sur la société complexe et la complexité de la société. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde tellement entremaillé, dans un réseau qui est extrêmement complexe, qui fait que avoir un impact sur un maillon de la chaîne, ça ne va pas forcément transformer toute la chaîne. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès le départ, quand on se lance dans l'éducation, c'est qu'on rentre dans un monde qui est extrêmement complexe et que moi, j'ai beaucoup vu à travers mes expériences des gens qui sont venus me voir en mode « Oui, tu as monté des trucs dans l'éducation, moi aussi, j'ai souvent le cas du consultant de 37 ans qui vient d'avoir des enfants, qui redécouvre le monde de l'éducation et qui dit « Ok, je quitte mon job, je prends mon salaire et je monte ça ». Ah, bon, est-ce que tu es déjà allé dans une école plus de 1 heure parce que tu as eu une réunion parents-prof? Non. D'accord, alors passe du temps là-bas parce que là tu vas en avoir besoin. Et en fait, c'est un peu ça le premier conseil que je donnerais, c'est quand on veut rentrer dans l'éducation, quand on veut rentrer sur des problématiques d'éducation, il faut passer du temps là-bas. Il faut passer du temps dans l'univers ou dans l'écosystème dans lequel on a envie de l'appliquer, d'avoir un impact. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et moi, je me rappelle toujours de cet effet, ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, qui est en fait la courbe d'apprentissage et ce sentiment qu'on a quand on aborde un sujet. Donc là, on a la première courbe qui est vraiment, c'est un peu la courbe
où on se sent surpuissant parce que on connaît tout, on a l'impression d'avoir tout connu parce que on a compris les concepts un peu basiques, mais on n'a pas la sensibilité, la finesse de compréhension de l'ensemble de la complexité. Et du coup, petit à petit, on va commencer à se prendre des échecs dans la tronche ou des gens, en fait, on va se faire défoncer par des gens qui ont 20 ans d'expérience, hein, typiquement. Et du coup, petit à petit, la confiance en soi va vraiment retomber. Et il y a une vallée, et je vous montrerai, enfin je ne l'ai pas là, mais je pourrais vous montrer là-dessus. Il y a une vallée juste se poser et se dire ah ouais, mais en fait j'ai été vraiment très très con. Et ça, bonjour, bienvenue, je m'appelle Joris Renaud, j'ai vécu cette expérience-là. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant de rencontrer des gens qui ont une vingtaine d'années d'expérience et qui nous disent bah ouais, moi je travaille en REP, donc c'est les anciennes ZEP, donc c'est tout ce qui est les zones d'éducation prioritaire. Et en fait, moi je reste là, des gens qui innovent dans leur pédagogie, dans leur pratique pédagogique, qui font des trucs de fou et qui me disent bah non, moi je reste là parce que j'adore ça, j'adore travailler avec eux et faire en sorte que ils avancent et de les repêcher et de leur redonner confiance en eux, etc. Et en fait, à chaque fois, on s'expose à ce genre de témoignage qui nous remet un peu à notre place. Et je pense que le fait d'entreprendre dans l'éducation, il va falloir être assez humble et comprendre que c'est un sujet très très complexe. Mais complexe, ça ne veut pas dire impossible. Yeah. Et surtout, c'est pas impossible tout simplement parce que tout a déjà été écrit. Typiquement, les premières traces de critique d'une génération précédente à la nouvelle génération, ça se trouve sur des papyrus. Donc là-dessus, vous lisez Rousseau, c'est exactement la même chose. Et en fait, c'est un éternel recommencement. Et il y a énormément de littérature qui est là, qui est disponible, et il faut juste prendre le temps de le lire. Il y a des super résumés aussi. Typiquement, j'ai trouvé un résumé de quelqu'un qui a fait un résumé de tous les philosophes de l'éducation depuis l'Antiquité. C'est passionnant. Et ça, c'est disponible et c'est gratuit parce que c'est sur Internet et vous trouvez les bons proxys. Non, je déconne. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas avoir peur de prendre du temps et de toujours essayer de se replonger dans la littérature, dans ce que les gens aussi perçoivent de la société. Et moi, j'aime beaucoup faire ce parallèle entre le fait d'être très pratico-pratique. On va faire des projets, on va rentrer dans le concret, mais on va aussi prendre des moments pour pouvoir imaginer qu'est-ce que ça peut être la société si on fait évoluer, enfin si on suit les tendances actuelles, qu'est-ce que c'est la société dans 5 ans, dans 10 ans. Et comment est-ce qu'on peut avoir un impact qui soit un peu plus positif que ce qu'on voit en termes de tendance. Et ça, c'est hyper important et c'est pour ça qu'il va falloir toujours lire, explorer, rencontrer des gens qui n'ont pas forcément le même parcours, les mêmes avis, etc. C'est pour ça que je suis allé beaucoup voir typiquement des responsables syndicaux sur mon ancienne aventure pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'ils bloquaient telle ou telle décision au conseil supérieur de l'éducation, par exemple. Et ça, c'était hyper intéressant. Ensuite, le plus important, c'est tester son idée. Tester et valider son idée. Il y a beaucoup de projets que j'ai vus où les gens sont venus me voir après 1 an de travail dans leur garage et on dit ouais, maintenant j'ai les locaux, j'ai mis 1 an à trouver les financements pour avoir les locaux et maintenant je vais faire de la garde d'enfants dans ces locaux, etc. Ah, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pris 3 enfants sur le bord de la route, non je déconne pas sur le bord de la route, mais 3 enfants qui étaient disponibles, enfin dont les parents étaient chauds pour faire de la garde d'enfants, etc. et fait des activités avec eux, ou fait des activités le samedi après-midi, typiquement des coding goûtés ou des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent être testées facilement. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça, qu'on va pouvoir tester des choses dans l'éducation extrêmement facilement, sans forcément beaucoup d'argent. Et ça, on va le voir tout de suite après. Pour tester, il va falloir trouver les premiers utilisateurs. Et ça, c'est la plus grande difficulté qu'on a, et c'est souvent la problématique derrière laquelle on se cache le plus souvent, c'est « Ah oui, mais ils sont durs à trouver. Les enfants, ah oui, ils sont durs à trouver. » Les enfants, on sort, on en voit. Hein. Les parents, c'est dur à trouver. Ok. Les profs, c'est dur à trouver. Ah ouais, d'accord. Donc, la prochaine fois, qu'est-ce que tu me dis? Enfin bref, il y a pas mal de gens que j'ai pu accompagner sur ce genre de choses où
il faut du déclic. Il faut arriver à trouver ce déclic et à se forcer. Parce que c'est difficile aussi d'aller sortir son idée et d'aller la présenter et de la tester et de se dire, bah, en fait, ça marche pas du tout. Là, je vous montrerai une photo tout à l'heure, on a fait un test, on s'est mangé un mur, mais royal. Pourtant, on avait toutes les bonnes conditions, on avait réfléchi et tout ça, on avait déjà fait un test avant qui avait plutôt bien fonctionné, et là, paf, ça marche pas. Bah, on se remet en question et puis on avance. Alors, petit exercice, comment est-ce qu'on va aller trouver des adolescents, par exemple, si vous voulez tester quelque chose avec des adolescents? Devant les collèges, ok. Au club sportif. Sur la plaine, ouais. Sur les réseaux sociaux. Sur TikTok et sur Tinder. Ça, il y a quelque chose qui marche assez bien. C'est typiquement tout ce qui va être grand rassemblement, typiquement le salon de l'étudiant, Studirama, ce genre de choses. Aller devant les lycées, devant les collèges, ça marche plutôt bien. Faut juste pas avoir un impair beige et voilà. Le fait de faire des pubs sur Facebook et sur plutôt Instagram maintenant ou TikTok, etc., ça marche super bien. Typiquement, sur Magma, on a lancé un collectif avec différentes autres entreprises qui travaillent sur l'expérience de candidat de manière générale. Et on a voulu faire une étude pour pouvoir comprendre ce qu'ils voulaient ces candidats, ces bacheliers. Et du coup, on a fait une étude où on a fait des pubs sur Instagram, pas sur TikTok, mais sur Snapchat. Et on leur a dit, bah, si tu réponds à ce questionnaire, tu as une chance de gagner 100 € de bons Amazon, par exemple. Et bah, du coup, en l'espace de 2 semaines, on avait plus de 1000 répondants et on a pu avoir des données statistiques et faire une étude statistique sur la différence dans le processus de choix entre des étudiants qui étaient en milieu rural plutôt que des étudiants qui étaient en milieu urbain. Et ça, c'est hyper pratico-pratique parce qu'aujourd'hui, nous, ça nous permet de comprendre ce qu'on va faire en termes de produits sur Magma, mais aussi ça nous sert parce qu'on a du matériel pour pouvoir le présenter à nos clients et dire, bah, voilà, en fait, les gens que vous essayez de convaincre demain, bah, ces personnes-là, elles sont comme ça et elles veulent ça. Typiquement, elles veulent être mises en relation avec des étudiants dans les écoles. Bref. Mais voilà. Les parents, comment on fait ? Ok, pour les enfants petits, sur Facebook Ads. On passe par les ados en leur filant de la thune en plus. Comité d'entreprise. Ok. Il y a un concept. Tinder, voilà. Ça marche super bien. J'avais un pote à The Family qui travaillait là-dessus. On a fait du gros d'ailleurs sur Coup d'État via Adopte un mec. On avait des bots comme ça qui likaient les personnes. Lui, il a écrit un article, il s'est pris une mise en demeure par Adopte un mec d'ailleurs, parce qu'il était le profil masculin le plus visité sur Adopte un mec. Et c'était un bot qui renvoyait vers une formation Coup d'État. Mais bon, bref. C'est assez drôle. Mais typiquement, ça, c'est si demain vous voulez monter une école extrascolaire d'anglais, typiquement des boîtes comme les petits bilingues ou des choses comme ça qui marchent plutôt bien, faire du flying autour des écoles primaires sur toutes les voitures à 500 mètres à la ronde, ça marche super bien. Donc vous ciblez vos quartiers, typiquement à Paris ça sera Neuilly dans le 16e, etc., parce que c'est quand même des price range qui sont élevés, mais ça marche vachement bien. Le fait de trouver des groupes de parents sur les médias sociaux, ça c'est génial. Typiquement, je ne sais plus si j'ai mis les profs après, mais je vous le dis. Voilà, bref, je vais donner une réponse. Les boulangeries. Alors ça, c'est pour les parents d'enfants plus petits, mais c'est quoi votre réflexe à la sortie de l'école ? Le pain au chocolat. Et typiquement, la boulangerie, ça marche vachement bien. Et forcément, Tinder, il y a aussi Glidden. C'est une autre version, mais voilà. Les enseignants. Dans les écoles, ok, ouais. En vacances, ok, ouais. Allez, bim, ça casse du sucre sur les profs. Dans les manifs, allez. Ouais, exactement. Vous avez des énormes groupes, typiquement le groupe des stylos rouges, donc qui est l'équivalent des gilets jaunes, mais pour les profs.
Ça marche vraiment bien. Bon, après, vous vous faites troller parce que si vous montez une boîte et que vous leur dites hey, salut, je vous vends un truc, là, je vous conseille pas. Mais demandez des avis, posez des questions ou tout simplement poser une question par rapport à quelque chose lié à l'actualité. Nous, ça nous a beaucoup aidé quand on a construit un peu notre ligne éditoriale pour Edu Voices. On a posé des questions sur est-ce que ça t'intéresse la politique? Bah, le retour qu'on a, c'est que non. Et la majorité des profs s'en foutent parce qu'ils sont dans leur quotidien, ils galèrent déjà dans leur quotidien, donc les réformes et tout ça, mais ça passe très très loin. Et donc ça a été des premiers trucs comme ça où on s'est dit, bah non, nous dans notre ligne édito, bon, on va pas parler de politique. Ça nous a arrangé parce que du coup on évitait les trolls aussi, mais bref. Sur les profs innovants, les hashtags sur Twitter, ça marche vachement bien. Tous les profs innovants sont sur Twitter, c'est excellent. Forcément, les profs de vos enfants, les profs des enfants de vos amis, ça marche super super bien. Et après, adopte un agrégé. Non, je rigole. Ça, plutôt mythique, allez là-dessus. Bref, blague pourrie. Vos premiers tests, il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de bureau, il n'y a pas besoin d'autorisation. Bon, si vous emmenez des enfants en voyage scolaire, etc., il y aura besoin d'autorisation et il y aura besoin d'une validation d'une licence, etc. Bref, racheter une boîte qui fait des voyages scolaires, c'est plus rapide. Mais sur ce genre de choses, vraiment, quand vous êtes vraiment dans les premières semaines, je vous encourage vraiment à passer du temps, à aller tester, à aller poser des questions. On a fait une énorme étude, on a interviewé plus d'une centaine de parents, donc interview quali, pour comprendre si c'était intéressant de développer une nouvelle forme de voyage linguistique durant l'été et tout ça, mêlant voyage linguistique pour apprendre l'anglais et découvrir la société, découvrir un écosystème d'innovation, etc. Donc partir à Berlin, découvrir l'écosystème d'innovation de tout ce qui va être environnemental, etc. etc. Et on a découvert que le premier élément de décision d'un parent pour envoyer son enfant en voyage linguistique, c'est débarrassez-moi de lui. C'est vraiment ce truc-là de dire non mais j'en peux plus, il joue tous les jours à la console, il est insupportable, il me répond, je sais plus quoi faire et tout ça. Et en fait, le fait d'avoir un éloignement comme ça a permis déjà de lâcher du lest au sein du cocon familial, de se donner bonne conscience, parce qu'on se dit oui, il va apprendre l'anglais comme ça. Donc il y a aussi ce côté, voilà, c'est un peu plaisir coupable, mais en se donnant bonne conscience. Et en plus de ça, il y a ce côté, c'est cool, il va découvrir quelque chose que moi, j'ai pas eu la chance de le faire. Et on a dans l'éducation beaucoup de cibles où en fait notre usager n'est pas notre client. Et ça, si vous travaillez avec des enfants, si vous allez travailler avec des formations, avec des entreprises, etc., votre usager, c'est votre apprenant et le client, c'est l'entreprise, par exemple. Ou là, c'est le teenager et le client, c'est le parent. Et du coup, ça va être intéressant de comprendre qu'est-ce que veut vivre le teenager, par exemple, sur l'expérience et qu'est-ce que veut acheter le parent. Et typiquement, on s'est planté sur ce projet-là tout simplement parce que ce qu'on voulait, c'était provoquer des expériences transformantes. Sauf que les personnes qui sont capables de payer ces expériences transformantes, ce qu'elles veulent, c'est pas de transformer leur enfant. C'est de s'assurer que leur enfant il aille bien en prépa, qu'il aille bien en école de médecine, etc. Donc ce qu'ils veulent, c'est absolument rester dans le cadre. Et ça, c'est une grosse discussion que j'avais eue avec quelqu'un qui porte l'innovation au cœur de son cœur et de sa pensée, de son travail au quotidien. Sauf que son fils était à Henri IV. Donc Henri IV, c'est grand lycée, un des plus gros lycées à Paris, très prestigieux, etc. Il dit, mais Henri IV, c'est de la reproduction sociale. Tu n'es pas du tout dans le discours que tu sers tous les jours à tes clients. Là, tu es vraiment dans l'antinomie. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais ça lui donne toutes les chances. Et c'est vraiment sur ce genre de choses qu'on comprend la finesse et surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on a évité de perdre un maximum de temps à aller plus loin, à aller faire des démarches juridiques par exemple pour pouvoir, ou légales pour pouvoir avoir ces autorisations pour pouvoir emmener des mineurs à l'étranger par exemple, parce qu'on a compris que ce qu'on voulait proposer en termes d'expérience, ça ne collait pas avec la volonté d'achat des parents. Ou sinon qu'on aurait dû avoir une stratégie marketing totalement différente, un peu comme ce que fait EF, etc., etc.
Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir écouter, 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 transformer, écouter, réitérer, réitérer, réitérer. Ça, c'est hyper important. Et il y a quelque chose qui vraiment est important. Et ça, c'est quelque chose. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous connaissez Jérôme Salté? Alors, vous ne le connaissez pas, mais vous le connaissez. Qui connaît les incollables? Les incollables, c'est les espèces de marque-pages, les collections de marque-pages comme ça, où on va aller découvrir un sujet, etc. C'est un des supports éducatifs les plus vendus au monde, 70 millions d'exemplaires vendus au monde. Et qui a été dans une école en France, globalement de sa maternelle à son lycée, enfin pas qu'à tout fait en France, mais qui a eu une expérience dans une école en France, au moins en maternelle ou au lycée ou au collège? Tout le monde. Donc, est-ce que vous connaissez Mon Petit Quotidien, par exemple? Mon Petit Quotidien, c'est un journal qui est dédié aux collégiens, par exemple. Et ben, c'est le fondateur de Mon Petit Quotidien. C'est la personne qui gère la presse pour les collèges, pour enfants en école primaire, collège, lycée, et il domine toutes les écoles, tout le marché. Et lui, en gros, il m'a dit un truc hyper intéressant, c'est ce côté-là de dire ne jette jamais un projet. Documente-le, comprends pourquoi ça ne marche pas et mets-le en hibernation. Parce que peut-être que dans 5 ans, peut-être que dans 10 ans, le marché sera prêt, les mentalités auront un peu changé ou tu auras une opportunité parce que tu as plus de thunes ou quoi que ce soit. Et en fait, ça c'est hyper important. Et du coup, je vous encourage à prendre une Dropbox ou quelque chose qui vraiment reste dans le temps et mettez tout ça au congèle, tous vos projets que vous crachez au congèle, gardez-les, gardez toutes les lectures qui vous ont nourri sur ce sujet-là. Parce que dans l'éducation, le gros avantage, c'est qu'on est sur un cycle de temps qui est extrêmement long. Et ça, c'est super, super important de l'avoir en tête, que toutes ces expériences, tout ce que vous faites aujourd'hui, ça va avoir un impact demain, d'une manière ou d'une autre. Et ça, moi, je le vois aujourd'hui avec Magma. Si je n'avais pas travaillé sur les communautés avant, si je n'avais pas travaillé sur les notions d'employabilité, si je n'avais pas travaillé sur les notions de créer du lien et faire des micro-actions, on n'en serait pas là aujourd'hui à répondre à un vrai besoin au niveau à la fois de nos usagers qui sont les étudiants et les candidats et de nos clients qui sont les universités. Et ça, c'est hyper, hyper important de comprendre que si on a envie d'avoir un énorme impact sur l'éducation, cet impact-là, il va être sur le long terme. Et c'est une autre chose que m'a dit Jérôme, c'est est-ce que tu as envie de t'impliquer pendant 20 ans sur une association, par exemple? Est-ce que tu as envie de t'impliquer pendant 20 ans sur tel sujet? Et ça, c'est une vraie question que vous avez à avoir à vous poser si vous voulez monter quelque chose qui a fait un vrai impact au niveau de la population. C'est que ça va prendre énormément, énormément de temps, énormément d'échecs, mais il va falloir rester focus et il va falloir rester un peu confiant dans l'avenir. Et sinon, c'est pas la peine et perdez pas votre temps et passez sur quelque chose d'autre. Mettez-le en hibernation et reprenez-le quelques temps après. Ce que je vous ai mentionné tout à l'heure qu'il fallait écouter aussi. Écoutez. Parce que ça, on ne le fait pas forcément souvent et c'est une des problématiques, c'est de ne pas assez documenter, de ne pas assez garder en PDF ou stocker quelque part tous les papiers de recherche que vous avez lus, toutes les études de l'IFOP, les études d'Ipsos, etc., etc. C'est super important de les garder parce que ça vous sert un peu tout le temps. Ça, je vais le passer rapidement parce que c'est un conseil plutôt qu'on donne à toutes les startups. Ne tombez pas dans le fait de mesurer que des KPIs qui sont vraiment quantitatives. Quand on est au tout début, il va falloir aller chercher de la qualité. Passez du temps avec des parents, passez du temps avec des enfants, passez du temps avec votre cible pour vraiment comprendre. Nous, on a des investisseurs aujourd'hui qui nous disent vous êtes encore hyper jeune en termes de boîte, donc passez ce temps à coucher avec vos clients. Bon, on ne va pas coucher avec nos clients comme ça, mais on passe du temps à vraiment à se dire mais c'est quoi ta problématique? Et on fait évoluer tout à ce moment-là. Et forcément, on s'est lié un peu avec l'idée de long-term thinking. C'est cette idée qu'on a un succès en un coup comme ça, en une nuit, bam, ça ne marche pas. C'est fake. Et la troisième chose, putain, il y avait un gif, mince. L'idée, c'est aussi de se trouver des amis.
de se trouver des alliés. Ça, c'est quelque chose qui permet de durer. C'est cette idée de vraiment... l'éducation, c'est un des sujets les plus politiques et les plus vraiment chauds en termes de débat, parce qu'on a des visions totalement différentes, on a des visions qui sont plutôt capitalistes, on a des visions qui sont plutôt sociales, etc. Peu importe le sujet qui va être lié à l'éducation, ça va être un hot topic. Et du coup, le fait d'avoir des amis qui vont pouvoir comprendre, qui vont pouvoir donner du feedback, qui vont pouvoir aussi vous aider à mieux comprendre l'écosystème dans lequel vous êtes. Typiquement, on monte un master dans telle université ou dans telle école. Peut-être que ce master-là ou ce sujet-là, c'est un prof ou un chercheur qui est dans un centre de recherche c'est son topic. Et en fait, ça fait 10 ans qu'il attend pour lancer ce master-là. Le fait de ne pas avoir connu ça, il peut vous mettre des bâtons dans les roues et faire en sorte que votre programme ne fonctionne pas. Et ça marche un peu pour tout dans cet écosystème-là. Et surtout, ça vous évite de faire des erreurs monumentales. Typiquement, créer des abonnements pour des profs, ça ne marche pas. Créer plutôt une adhésion à une association, ça marche beaucoup mieux. Pourtant, c'est le même fonctionnement, sauf que les mots et les conceptions et les concepts derrière ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, ça marche vachement mieux. Et du coup, vous gagnez énormément de temps. Maintenant, c'est un peu votre temps. C'est un peu votre tour. L'idée, c'est que la prochaine fois, si vous avez envie qu'on continue de discuter, on va plutôt parler de comment est-ce qu'on grossit, comment est-ce qu'on scale. Ça a d'autres choses, d'autres problématiques vraiment très intéressantes. Mais vu que ça nous concerne tous, vous avez tous un peu un impact sur ces sujets-là. Et du coup, maintenant, on peut aller peut-être boire une bière ou peut-être juste après, mais pas de cigarette. Voilà. Merci. Bisous. Je sautille, c'est une transition parfaite parce que Thibaut va nous parler de scale.